Euh, Bonjour à tous, du coup, on est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Tutorial Tools. Donc, moi, je suis Arthur de la team ici lundi et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Mathieu Lebert, qui est Product Manager chez GuestSuite, qui va vous présenter du coup l'outil Product Board. Donc, je te laisse la main pour prendre la suite, Mathieu. Ok, avec plaisir. Bon, déjà, merci à tous d'être là, c'est chouette pour présenter cet outil. Pour avoir un petit retour d'expérience, moi, c'est un outil que j'ai utilisé déjà depuis quelques années. Et là, nous, chez GuestSuite, ça fait à peu près un an qu'on a déployé Product Board pour que vous ayez un petit peu d'historique. Et je vais essayer de vous raconter en détail comment on le déploie un peu au fil de l'eau. Un tout petit mot rapide sur GuestSuite, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en fait, nous, notre mission effectivement chez GuestSuite, c'est d'accueillir, enfin de faire en sorte que vous ayez plus de clients, que chaque boutique ait plus de clients grâce à une meilleure visibilité locale. Et donc, on déploie deux solutions clés. Une solution qui permet de centraliser ses avis, d'en collecter plus et d'en diffuser sur les plateformes. Et une deuxième solution qui permet de mettre à jour son annuaire en ligne, ses horaires d'ouverture, etc., etc. Donc voilà pour une petite intro sur GuestSuite. Je vous propose de rentrer effectivement dans le vif du sujet sur Product Board. Alors, je vais vous partager mon écran du coup. Ça va être celui-ci, je pense. Ouais, ça va être celui-là. Hop. Juste quelques éléments. Attendez, est-ce que je suis vraiment… Tac. Mhm. Juste un petit problème de partage. C'est bizarre, il me met deux écrans. Ok, ça a l'air d'être bon. Vous voyez correctement mon écran? Super. Alors, du coup, juste un tout petit mot sur Product Board chez GuestSuite, de la façon dont on l'utilise et comment ça se passe. J'ai juste un petit problème c'est assez étrange. Ok. Tac. C'est bon, excusez-moi, je vais retrouver. Euh, juste un mot un peu d'ensemble de présentation de Product Board. Product Board, c'est une solution effectivement qui a un coverage assez large pour le produit. Ça, c'est évidemment leur présentation à eux, de la façon dont ça fonctionne. Grosso modo, la proposition de valeur de Product Board, c'est d'être depuis le lien de connexion qu'on peut avoir avec les clients, les utilisateurs, de pouvoir centraliser l'ensemble de ces besoins, pouvoir les prioriser, donc finalement avoir un élément décisionnel autour des éléments, des insights qu'on a pu obtenir et de choisir un peu le chemin qu'on veut donner à notre produit. Et enfin, quand ils mettent la partie roadmap, c'est comme ça qu'ils te présentent. L'idée, c'est de pouvoir tout simplement partager, rendre visuel cette roadmap, que chacun puisse consulter son avancement et voilà, et visualiser ce que fait l'équipe produit, comment elle travaille. L'autre idée clé, c'est d'être très intégré aux outils qu'on utilise en amont et en aval au quotidien. J'entends par en amont tous les outils que finalement utilisent les gens qui sont en contact avec les clients, donc le customer success, les sales, etc., de façon à ce que la façon la plus naturelle possible, ils puissent effectivement partager avec l'équipe produit un ensemble de feedback, de retour de terrain sur le produit. Voilà. Et en aval, c'est parce que ce n'est pas un outil de delivery. En aval, il s'est intégré avec plein d'outils, avec GitHub, avec Trello, avec Jira, etc. là-dedans, ce qui permet de faire la passation finalement vers le delivery autour du produit. Mais je vais le présenter un petit peu plus en détail derrière. Et nous, ce qu'on en fait assez concrètement chez GuestSuite, c'est un peu tout ça. On a déployé un peu tous ces niveaux d'utilisation-là. On l'utilise pour centraliser les feedbacks qu'on peut obtenir de la part de clients, d'utilisateurs, etc., etc. On l'utilise évidemment comme outil décisionnel. Je vais vous montrer un peu plus en détail après, mais voilà, on l'utilise pour établir notre roadmap produit. Et enfin, on l'utilise en fait comme outil de communication. C'est le portail que, en tout cas pour l'instant en interne, on se pose la question de le publier auprès de clients ou équivalents. Ça, c'est un autre sujet. Mais en interne, en tout cas, c'est là-dessus que chacun peut percevoir comment le produit avance, quels sont nos prochains jalons et qu'est-ce qui se passe. Donc voilà pour une grosse introduction. Et je pense que l'idée, c'est plutôt de pouvoir présenter effectivement le produit. C'est toujours une bonne démo, vaut toujours mieux qu'un long discours. Au niveau du produit, grosso modo, on va retrouver à peu près ce que j'ai dit. Il y a les 3 ou 4 grandes catégories que je viens de présenter. Je vais volontairement pas les présenter en ordre, je vais essayer de m'expliquer, mais je vais quand même présenter ça comme ça. Les insights, c'est donc ce qu'on s'est dit enfin ce que j'ai dit en premier lieu, c'est finalement être en capacité de centraliser l'ensemble des feedbacks de la part des clients. Ici, effectivement, on a l'ensemble de nos features. C'est là-dedans qu'en fait, que va se passer en fait, l'aspect décisionnel. Je vais évidemment rentrer un peu dans le détail derrière de nous, comment on travaille sur cette base-là. Parce qu'il y a plein de façons de travailler, hein, c'est assez souple, etc., l'outil pour le faire.
On a un autre élément qui est assez structurant, c'est les roadmaps. Donc finalement, là, vous voyez une présentation sous forme d'une timeline, ce qui est assez habituel pour les roadmaps. Mais je vais le montrer après derrière. On peut faire d'autres présentations que des éléments sous forme de timeline. On peut organiser effectivement sa roadmap en fonction de comment on veut travailler sous différentes façons, que ce soit par release, par logique de résultats, etc., etc. Et enfin, il y a le dernier volet qui s'appelle le portal. Ça, c'est une notion qui est apparue plus récemment dans le produit, qui est assez intéressante. Comme son nom l'indique, c'est un portail qui permet en fait de présenter à un public, grosso modo sous la forme d'une page web. Alors, là, on peut le partager avec des clients, même certains acteurs l'ouvrent complètement à n'importe quel acteur qui veut consulter ce qu'il est en train de réaliser, même des concurrents potentiellement. Voilà. Le portail, c'est vraiment un autre outil qui permet de présenter visuellement différentes choses qu'on a envie de partager avec les contributeurs produits, soit notre état d'avancement, de réflexion, etc. C'est un élément qui permet de voter potentiellement. On peut demander à des clients de donner un avis avec 3 niveaux différents sur chacune des choses qu'on a en cours de réflexion ou en cours de construction, etc. Et qui peut permettre aussi potentiellement à des clients ou à des utilisateurs de proposer des nouvelles idées sur le produit. Donc voilà, ça c'est vraiment le macroscope. Et je vais essayer de rentrer un peu dans le détail de comment on utilise effectivement chacun de ces éléments. Et je vais commencer volontairement par la dimension feature qui est ici présente en fait. Alors, l'idée, en fait, ici, là, vous arrivez sur une vue qui est un petit peu aboutie, entre guillemets, et ça présente à peu près, nous, tout ce qu'on fait chez G Suite avec. L'idée de cette fonctionnalité-là, qui permet de gérer nos propres fonctionnalités, nos propres features, c'est en fait de pouvoir, ni plus ni moins, constituer un tableau, soit d'avancement, soit décisionnel, autour d'un ensemble de fonctionnalités qu'on a dans le pipe, qu'on souhaite réfléchir, etc. là-dedans. Donc, ce que je propose là-dedans, c'est par exemple, on peut partir on peut créer autant de tableaux qu'on veut en fait là-dedans, et on peut imaginer que nous, on va créer une nouvelle vue. Ensemble, ça sera peut-être peut-être plus illustratif pour tout le monde. Voilà. Quand je crée une nouvelle vue, par définition, la product board, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre l'ensemble des éléments que j'ai. C'est quelque part un méga backlog. C'est un petit peu ça l'idée de l'ensemble des éléments que j'ai en tête, en cours de réflexion, en idée, etc. C'est-à-dire que là-dedans, moi, je peux créer effectivement autant d'idées que je veux, je peux créer autant de nouvelles features que je veux, etc. L'idée, la présentation qui fait par défaut ici, c'est que ça permet de hiérarchiser ces informations. Je m'explique, nous, chez G Suite, on a par exemple plusieurs produits ou plusieurs produits en cours de réflexion. Donc, on a une structure, nous, vous allez retrouver ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits différents qui ont des dimensions effectivement variées, dans lesquels, dans la hiérarchisation proposée, en tout cas par Product Board, on n'utilise pas forcément tout, mais ça, j'y viendrai après. On peut effectivement y mettre des features directement, ce qui va être le cas par exemple de l'app G Suite ici, mais on peut aussi y structurer, si on a envie d'avoir un certain nombre de hiérarchies ici, on peut y structurer effectivement un certain nombre de composants. Vous allez retrouver par exemple ici sur une application de presence management, on peut imaginer des composants avec des sous-composants dans lesquels on a des fonctionnalités, et même au niveau d'en dessous, on peut avoir même des sous-fonctionnalités qui sont finalement présentes ici. Donc l'idée en fait de tout ça, c'est de pouvoir structurer finalement son produit, structurer sa pensée, centraliser en fait l'ensemble des idées qui sont exprimées autour des produits ou des choses qu'on veut réaliser, et en fait d'avoir une vision qui soit effectivement assez précise de comment est orchestré, comment est découpé l'ensemble de nos idées sur des produits du plus petit niveau jusqu'au quasiment plus bas niveau, parce que vous faites finalement, pour faire un parallèle avec peut-être d'autres outils que vous connaissez comme Jira ou équivalent, finalement ici on va être au niveau de la feature, donc un peu de l'épique. Et au niveau d'en dessous, on va être quasiment à la maille de la user story qu'on va pouvoir retrouver effectivement dans Jira. Donc, l'intérêt de cette surcouche, en tout cas pour nous, par exemple par rapport à Jira, parce que c'est aussi un outil qu'on utilise, c'est que justement, c'est de ne pas spoiler ou de ne pas altérer notre backlog de delivery qui doit être très bien présenté, ce que réalise l'équipe, ce sur quoi ils avancent, etc. là-dedans. Et pour stocker à ce niveau-là, en fait, l'ensemble des idées qu'on est capable de beaucoup mieux structurer, beaucoup mieux organiser. Et c'est là-dedans qu'on va définir finalement après ce qu'on engage ou ce qu'on n'engage pas. Voilà. Ensuite, dans cette vue, en fait, on peut en faire plein de choses. Donc là, vous voyez ici, effectivement, il y a une possibilité de hiérarchiser l'information de plusieurs façons, soit effectivement comme par hiérarchie, comme je l'ai présenté à l'instant, mais on peut ici imaginer une grande liste avec toutes les features, sans qu'on perçoive forcément à quel niveau de hiérarchie elles sont rattachées. On peut imaginer effectivement avoir une gestion ici des releases, une gestion des release versions. Par exemple, nous, on a un certain nombre de releases qui sont ici déterminées. Donc, ça offre un autre niveau de lecture. Parfois, c'est intéressant, plus dans le pilotage du delivery absolu, de se dire, OK, sur telle ou telle release, comment elle avance. Là, par exemple, j'ai une V2.11 qui est en cours. Bon, je vois qu'il y a différents statuts qui avancent ici. Voilà tout ce qu'on peut en faire là-dedans.
Nous, on va le voir, je vais repasser sur la vue peut-être précédente d'avant. Voilà, nous, on l'utilise d'une certaine façon puisque notre mode de fonctionnement et notre mode de travail chez Guest Suite, en tout cas, c'est que nous, on travaille toujours à partir de résultats. Donc, c'est notre façon de travailler, de prioriser. On fixe des résultats qu'on veut atteindre et au regard de ces résultats qu'on veut atteindre, on y liste un ensemble de fonctionnalités. C'est vrai que vous avez vu la visualisation que je vous ai présentée effectivement avant. Je peux évidemment ici créer des nouvelles features comme je veux dans n'importe quel niveau de mon produit. Je peux créer évidemment des nouveaux composants, etc. etc. Enfin, vous l'aurez compris, c'est vraiment un effet de poupée russe pour pouvoir structurer sa pensée, pour pouvoir l'organiser. Ça, c'est le premier niveau. On peut évidemment, en chacune de ces vues, ce qu'on va voir, filtrer avec plusieurs autres éléments que je vais vous présenter. On peut filtrer autour des éléments que je vous ai présentés avant, qui sont des éléments de hiérarchie. Par exemple, dire je ne veux voir que les features de tel produit, je ne veux voir les features que de tel composant. Enfin, voilà, travailler un petit peu comme on veut. C'est un point important. Et ensuite, il y a un élément qui est intéressant ici et qui est assez primordial, c'est que c'est ici aussi qu'on va gérer le cycle de vie de nos idées. Finalement, c'est un peu comme ça moi que je le matérialise. Encore une fois, l'idée, c'est de pas du tout polluer un backlog de réalisation comme celui de Jira, donc on n'arrivera pas du tout à gérer ça. Ici, je peux très rapidement effectivement gérer plein d'idées, plein de choses et leur définir un niveau de statut. Alors ça, c'est celui que nous, on a, en tout cas chez Guest Suite. Nous, tout part finalement d'un élément qui peut être une idée. Voilà. Cette idée, elle va suivre un cycle de vie qui est à peu près illustré ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va se dire, OK, cette idée, on la laisse dans un coin, elle n'est pas importante pour l'instant, elle va rester au statut de nouvelle idée. Un moment à un autre, on va se dire, OK, par rapport au cap stratégique, par exemple, qu'on peut avoir, etc., on va se dire, OK, cette idée, on va commencer à la considérer, c'est-à-dire à considérer que dans peut-être la prochain cycle de roadmap ou équivalent, on souhaite, pour des raisons diverses ou variées, commencer à y réfléchir, à se dire, est-ce qu'on se pose la question de l'intégrer ou pas à notre cycle de développement. Si on se dit, OK, elle est intégrée dedans, elle va passer effectivement en ce qu'on appelle le candidate. Donc ça, c'est de se dire, OK, cette chose-là, elle est candidate pour être construite, réalisée. Donc, elle a été finalement sélectionnée. Et ensuite, on va rentrer dans des cycles qui vont être plus le cycle de réalisation de cette idée finalement, qui vont être de dire, OK, on va avoir une première phase d'analyse, qui peut s'apparenter à beaucoup de choses, parfois d'aller analyser des chiffres par rapport à ça, parfois faire du discovery près de clients, etc., pour être un peu plus précis autour de cette solution. On a la phase effectivement de designing, grosso modo, la phase assez habituelle qu'on a dans laquelle les designers, les product managers, etc., vont commencer à designer, produire la solution avec l'équipe de développement aussi. Et ensuite, on va passer dans la pure phase de delivery absolue, qui est de se dire, OK, là, elle est planifiée en développement. Concrètement, elle est calée dans un sprint, c'est ni plus ni moins ça. Et ensuite, on va suivre, mais de façon beaucoup plus macro, ce qui se passe finalement dans Jira à ce niveau-là, dire OK, là, elle était planifiée dans un sprint, là, elle est en cours de construction, donc elle est en train d'être développée, là, elle est en train d'être testée. Elle a été testée, elle est prête à être lancée. Et ensuite, on va retrouver les statuts classiques qui est de se dire, OK, elle est lancée ou pas. Voilà. Il y a parfois des éléments aussi qu'on va décider, ça c'est intéressant aussi, de mettre de côté, de se dire ces trucs-là, on ne les traitera plus jamais. Ce n'est plus une nouvelle idée, elle est polluante, on l'a travaillé, on a réfléchi, on se dit que ce n'est pas une bonne idée. Et on se dit que pour l'instant, on va la mettre par exemple en statut Want Do Now, qui nous permet effectivement de filtrer un certain nombre de ces idées. Donc voilà le cycle de vie macro que peut vivre effectivement une idée au sein de Product Board pour nous. Et ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, parce que c'est bien d'avoir un ensemble d'idées, mais finalement, ces statuts, on va voir qu'ils sont interdépendants d'autres éléments décisionnels. Nous, on l'utilise, encore une fois, en fait, beaucoup cette vue-là comme élément décisionnel. Alors, je vais essayer de présenter tout ce que fait Product Board. Nous, il n'y a qu'une partie qu'on utilise, en toute transparence, mais on peut avoir plusieurs prismes décisionnels. Et en fait, les prismes décisionnels, ils vont être illustrés ici. Grosso modo, là, on voit que j'ai une première colonne finalement qui est matérialisée par mes différentes fonctionnalités ou idées de fonctionnalités qu'on a ici. On peut venir ajouter de nouvelles colonnes qui vont permettre de prendre finalement des décisions à un certain niveau. On peut, par exemple, définir effectivement des colonnes ici qui vont permettre de déterminer en fonction des segments que j'ai choisis. Alors, nous, on avait choisi un premier niveau de segment qui était les plus petits comptes, les middle accounts et les key accounts. C'était notre clé de lecture. Ça aurait pu être une clé de lecture en tout cas qu'on utilise. On pourrait très bien se dire, OK, moi, je vais regarder autour des small accounts, middle accounts ou key accounts, quel est le niveau de pondération que je donne. Par exemple, je vais mettre ça complètement au hasard, mais dire pour les small accounts, je vais considérer que cette fonctionnalité-là, effectivement, elle peut avoir un niveau d'impact qui est plus ou moins important, qui peut se dire, OK, je vais la définir effectivement comme nice to have, comme importante, comme critique,
ou not important at all. Voilà, ça permet derrière ça de se dire, OK, à terme, si jamais ma clé de lecture ou ma clé de lecture du marché, elle est basée sur ces segments, effectivement, je suis capable de me dire, je vais viser en priorité les key accounts et grâce à cette visualisation, je vais peut-être avoir un premier niveau de lecture pour dire qu'est-ce qui est le plus impactant si je dois, dans mon prochain quarter, par exemple, viser les key accounts. Ça peut être une clé de lecture. Il y a d'autres clés de lecture qui proposent que nous, pour le coup, là, on n'utilise pas du tout. Et je vais venir après par rapport à la notion d'insight. On peut imaginer avoir une clé de lecture au user. Alors, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment l'utiliser, honnêtement, ce truc-là, parce qu'on va le voir, en fait, les users, pour information, pour matérialiser ce que Product Board appelle un user, dès que vous avez un feedback d'un client, ça devient un user. Donc, finalement, quand on veut gérer à cette maille-là, moi, je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Ça peut peut-être être le cas sur des produits dans lesquels on aurait vraiment des users qui auraient une importance toute particulière ou toute une primeur. Bon, c'est une possibilité en tout cas qu'on a. De la même façon, si je sélectionne des users, je vais mettre n'importe quoi, je vais mettre un user ici. Vous voyez qu'ici, de la même façon, je peux pondérer autour de ce user quel est le niveau de criticité qu'a telle ou telle feature pour lui. Voilà. Donc, c'est toujours le même principe avec différents niveaux. On peut imaginer aussi de la même façon par companies. Imaginons que nous, on fait du B2B, donc on peut être concerné par ça, même si, encore une fois, c'est notre choix jusque-là, ce n'est pas notre prisme de priorisation. On peut imaginer effectivement, si on a un certain nombre de compagnies ou de comptes qui sont hyper stratégiques à un instant T, se dire, ici, je vais pouvoir ajouter des compagnies. De la même façon, pondérer finalement ma priorisation ou mon impact en fonction de ces compagnies. Voilà. Nous, ce qu'on utilise plus chez Guest Suite, mais encore une fois, c'est lié à notre organisation. Hein, il n'y a pas de modèle clé, c'est juste que c'est le cas chez nous. Nous, on travaille beaucoup effectivement par résultats. Alors, les résultats, nous, on les matérialise beaucoup dans les objectifs. Donc, c'est comme ça effectivement qu'on va travailler. On va sélectionner un ou N résultats qu'on veut atteindre sur le prochain quarter, par exemple, qui sont souvent déterminants ou assez déterminés autour de la stratégie de l'entreprise. Et par rapport à ces résultats, on va aller pondérer effectivement les différentes solutions. On va pouvoir en rattacher un certain nombre d'entre elles. Par exemple, ici, si je le fais faire devant vous, c'est juste un cas d'usage hasardeux. Hein. Mais imaginons que je dise, OK, moi, ce que je veux faire en premier lieu sur mon prochain quarter, c'est accompagner l'utilisateur dans la prise de main de la solution. Je peux ici rattacher cette fonctionnalité, la refonte du widget, en disant, OK, à quel point finalement cette fonctionnalité impacte à une valeur importante dans le cas de cet objectif-là. Voilà. Et définir effectivement un nombre de points d'effort derrière qui vont être ce qu'on connaît habituellement un peu dans les prismes d'agilité ou de Scrum. On utilise la suite de Fibonacci, ni plus ni moins. C'est macro, c'est pas du tout dire qu'on est dans le grooming qu'on fait avec l'équipe technique, mais ça permet d'avoir un premier niveau de lecture, de dire OK, on est sur quoi comme tendance, et finalement d'avoir un premier élément de scoring autour de la valeur et des efforts. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on utilise beaucoup, mais encore une fois, c'est parce que c'est notre modèle de fonctionnement autour de la roadmap. On a une roadmap qui est très, très centrée sur les résultats qu'on veut atteindre. Voilà. Il y a autre chose qu'on utilise aussi beaucoup, et c'est concomitant. C'est un peu le croisement des deux, souvent qu'on fait. On affine notre clé de lecture à travers quelque chose que vous connaissez peut-être ou probablement, c'est un élément de priorisation qui a été défini par Intercom qui s'appelle le RISE Score. Et le RISE Score, grosso modo, alors je vais pouvoir le faire apparaître, comme ça sera peut-être plus visible ici. Le RISE Score ici, en fait, c'est quelque chose qui est pas dans l'ordre, qui est indexé sur 3 éléments qui sont assez structurants. Nous, souvent, on fait un premier niveau de priorisation autour de l'objectif. On a des objectifs clés, comment on impacte les choses, et on affine notre clé de sélection autour du RISE Score. Le RISE Score, c'est un élément qui prend 4 éléments clés en pondération. Il prend effectivement le reach. Concrètement, c'est combien de mes utilisateurs ou des prospects ou du marché je vais atteindre dans la tendance. Donc, vous voyez ici, c'est une notation qui fait effectivement de 1 à 5. L'impact, ça c'est un élément qui est hyper structurant, etc. C'est à quel point, en choisissant cette fonctionnalité-là, effectivement, j'impacte ou pas mes utilisateurs, à quel point ça va être un truc waouh, un truc impactant pour eux, un truc dans lequel il va y avoir un effet structurant. Un critère qui est très, très intéressant, je trouve, dans le RISE Score, c'est un truc qu'on mesure souvent de façon un peu informelle, mais qui est assez structurant. C'est le niveau de confiance qu'on a pour réaliser cette solution. La confiance, elle est équilibrée entre 2 choses. Elle est équilibrée entre, OK, vous pensez qu'on va y arriver, vous pensez qu'on est en mesure de le faire. Ça, c'est un premier truc qui est assez structurant. Il y a aussi un peu un côté de, OK, notre niveau d'impact qu'on a déterminé avant, à quel point on est confiant sur ce paradigme-là ou ce point d'entrée qu'on a appris. Donc, la confiance, c'est vraiment un point qui est intéressant. Et enfin, le E veut dire effort. Et finalement, le RISE Score, il est déterminé par une division, entre guillemets, où en numérateur, on aura effectivement le reach, l'impact, la confidence.
en dénominateur, on aura effectivement les efforts. Et grâce à ça, ça détermine un score. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise, nous, beaucoup. Je vais vous le présenter effectivement dans un exemple plus précis après. Mais voilà. Et là-dessus, pour info, nous, c'est notre choix. Mais vous pouvez déterminer dans Product Board un peu les éléments de pondération que vous souhaitez par rapport à ça. Et donc, c'est un truc qui est assez intéressant. Une autre visualisation, parce qu'encore une fois, on peut aller très loin, il y a plein de choses assez multiples. On peut aussi croiser des informations de fonctionnalités par rapport à des concurrents. Donc ici, nous, on a un certain nombre de concurrents. Honnêtement, c'est un truc qu'on a assez peu fait parce que ce n'est pas forcément notre approche du marché. On est rarement en logique frontale sur on a tel feature, ils n'ont pas tel feature, c'est bien fait chez eux, c'est mal fait chez eux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, dans d'autres contextes, peut être tout à fait pertinent de se dire, en fait, quand on a un concurrent clé, de se dire, OK, comment lui, cette fonctionnalité-là, il l'a pas, est-ce qu'il la traite bien, à quel niveau, etc. C'est juste intéressant. Ici, ça, c'est un autre point qui, là, du coup, n'est pas un élément de priorisation et qui est plutôt un élément de structuration. Si on a envie de structurer ses releases dans Product Board, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec les POPM. C'est ce qu'on fait chez nous. On a un premier niveau de lecture de release. On pourrait le faire directement dans Jira, mais on le fait dans Product Board. Et ici, ça vous permet de la même façon d'ajouter des colonnes de release pour se dire, effectivement, telle ou telle feature, par exemple, ici, voilà, elle va être effectivement associée à telle ou telle release. Et voilà, et ça permet d'avoir une visualisation, alors que nous, on ne l'utilise pas comme ça, mais en tout cas, qui permet parfois à des PM ou à des PO de se dire, OK, j'ai une visibilité plus claire sur mes releases de cette façon-là, sous la forme de tableau. Voilà. Et voilà. Et un des derniers éléments qui est intéressant et là, qui du coup, ne va pas dans le sens forcément de la priorisation, mais que là, nous, on utilise beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle les tasks. Grosso modo, l'utilité que ça a, c'est que souvent, on a tendance à matérialiser l'avancement d'un produit qu'autour du delivery. Souvent, on se dit, ah ouais, vous êtes en train de le coder ou pas. Nous, c'est quelque chose dans lequel on présente un niveau d'avancement qui est plus macro que ça, grâce à Product Board. Par exemple, on va présenter effectivement qu'aujourd'hui, on est en cours de recherche ou d'investigation sur tel ou tel sujet. On est en train de réfléchir, d'être en cours de recherche et d'investigation. C'est en cours, c'est réalisé. On va présenter qu'on est en train de framer, ce qu'on appelle le framing. C'est vraiment les phases d'esquisse de la solution. On n'est même pas au wireframe, on est en train de définir grosso modo notre parcours de façon très macro, et ça, on le présente effectivement à tout le monde. Et donc, pour l'illustrer peut-être un peu plus concrètement, nous, on va par exemple avoir ce sujet-là. Oui, leave without saving. Voilà. On va voir par exemple, ça c'est un exemple type de la façon dont on travaille nous avec l'outil chez Guest Suite. On a un point d'entrée qui, pour nous, parce que c'est comme ça qu'on travaille, va être effectivement un résultat. Là, on voulait fiabiliser la récupération des avis de plateforme parce que c'est un élément qui est assez décisif dans notre produit. On va lister un ensemble de solutions autour de ce problème. C'est notre façon de fonctionner. On fait un premier niveau d'estimation en disant, OK, autour de cet objectif, dans quelle mesure on considère que cette solution-là va l'impacter de façon importante ou pas importante. Et donc, c'est la fameuse value effort card qu'on a ici. On précise notre tir effectivement avec le RAI score ici. Et à la fin, vous voyez que autour d'un point d'effort, etc., on a des tendances de fond qui nous permettent de nous dire, OK, ce truc-là, a priori, il apporterait plus de valeur et enfin le niveau d'effort pour atteindre la valeur est finalement le meilleur par rapport aux autres et ça vous permet de ranker les choses. Voilà. Et ensuite, on peut suivre effectivement, comme vous voyez ici, l'avancement de la réalisation. Par exemple, ici, quand on a développé un crawler, voilà, ici, on peut suivre de dire, OK, il y a eu une phase de recherche et d'investigation qui a été faite, elle a été complete. Une phase de framing, elle est complete. Parfois, il y a des étapes pour info qu'on met not needed. Par exemple, ici, ce n'était pas un élément de front-end, donc on n'avait pas de usability testing, mais ça nous permet finalement de suivre, nous, à notre niveau, comment ça avance et de le partager avec l'entreprise au-delà de « OK, on est en train de coder ». Et ça, c'est un truc qui est assez utile. Donc, je pense que voilà, là-dedans, j'ai passé un peu de temps sur cette partie-là, mais parce que c'est une des parties effectivement les plus riches de Product Board. C'est vraiment très utile pour, encore une fois, pouvoir avoir un élément de priorisation, donc finalement de road mapping, qui est assez visuel, qui est collaboratif. Ça, c'est un point, autant pour moi que j'ai oublié, qui est quasiment le plus important. C'est qu'ici, évidemment, chacun de ces tableaux, on peut le partager avec plusieurs niveaux d'accès, avec des personnes de l'entreprise, publiquement. On peut avoir des contributeurs, etc. là-dedans, en fonction de ce qu'on veut, ce qui permet effectivement d'avoir des contributions assez fortes là-dedans sur qu'est-ce qu'on décide de faire, pourquoi on le fait, etc. Et c'est notre façon de travailler. Nous, on travaille au quarter sur les roadmaps. Et les roadmaps, à chaque fois, on les matérialise, on les travaille ensemble en fait, avec ce type d'illustration-là, auquel finalement tout le monde commence à être habitué. Donc ça, c'est un point assez décisif sur l'aspect priorisation collective et grosso modo éviter de polluer un backlog avec plein d'idées qui restent ad vitam aeternam
elles sont ici, on est capable de les gérer beaucoup mieux ici, de rapidement les filtrer, de rapidement les chercher. Et donc, finalement, ça nous aide assez fortement sur notre prisme décisionnel. Donc, voilà, ça, c'est un point qui est hyper structurant du produit et dans lequel, encore une fois, en fonction de vos contextes, des cas d'usage, on a comme une grosse modularité sur la capacité qu'on a à prioriser au regard de nos contextes stratégiques, quoi. Donc, voilà. Le deuxième élément, là, je vais passer un peu plus rapidement parce que c'est des éléments effectivement qui sont un peu plus standards, mais qui sont quand même intéressants. Nous, c'était un truc tout bête, mais jusque-là, on n'avait pas tellement d'éléments qui nous permettaient visuellement, hormis des slides ou équivalents, en tout cas, tant qu'on n'avait pas de product board, de présenter visuellement et de façon assez efficace la roadmap. Qu'est-ce qui se passe, quand, comment on avance, etc. là-dedans. Donc, ça, c'est un exemple parce que nous, on a itérer sur pas mal de façons de travailler. Ici, c'est effectivement une roadmap basée sur les outcomes, par exemple, de l'année dernière, effectivement, ici. Donc, l'intérêt qu'on a dans cette visualisation-là, c'est un choix qu'on a côté produit, c'est de dire, OK, regardez sur quelle problématique on va travailler à quel moment. Nous, on travaille sur des périodes de 6 semaines. Ça, c'est un autre élément qui est inhérent à notre organisation, mais ça, on peut évidemment les déterminer sur les temps qu'on veut. Et là-dedans, chacun peut venir consulter, se dire, OK, finalement, on a ce sujet-là, autour de cette problématique-là, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Par exemple, là, on a des sujets qui sont propres à l'interne. C'est nos verbatim, comme vous devez certainement en avoir dans vos équipes. Mais voilà. Et dans lequel ça permet à chacun de se dire, OK, là, ici, je vois que, par exemple, sur le branchement des apps au niveau Data Store, effectivement, ça, c'est un élément qui est en cours de building. Alors, évidemment, moi, je suis admin du produit, donc je peux changer le statut pour le présenter à l'entreprise, dire, OK, c'est en cours de testing ou équivalent. Et ça permet à chacun de visualiser finalement quel est le niveau d'avancement, ce sur quoi on travaille, où est-ce qu'on va, etc., sur cette approche-là. On peut évidemment, encore une fois, là c'est un choix de notre part de l'avoir sous forme d'objectifs. On peut le faire de façon très standard sur quelle feature on va travailler quand. Ça peut être une autre façon de présenter les choses. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir sur un nouveau produit. On a travaillé plus directement parce on avait déjà plein d'insights et plein d'éléments, donc on savait mieux effectivement ce qu'on voulait comme feature. Tout le monde est assez mature sur ces niveaux de fonctionnalité-là. Et donc, effectivement, là, on est dans une logique de présentation par fonctionnalité, quoi. Et parfois, ça me sert aussi, moi, sur un autre truc, ça me sert aussi à projeter, par exemple, dans des cadres de recrutement ou d'évolution de notre organisation. Ça, c'est un exemple que vous voyez ici. Ici, on peut ajouter en fait ce qu'ils appellent les swim lines, donc des lignes de nage, ni plus ni moins, dans lesquelles on peut projeter, par exemple, de se dire, OK, si j'ai une squad qui est ici, une deuxième squad, une troisième squad qui sont présentées ici, qu'est-ce que je peux leur attribuer comme problématique? Qu'est-ce que je peux leur attribuer comme fonctionnalité? Et donc, finalement, commencer à préestimer, même si c'est très macro, les atterrissages en fonction des équipes qu'on a, à quel moment, etc. Donc, c'est un autre clé de lecture. Les swimlines, on peut les utiliser un peu comme on veut. Moi, c'était un choix là, que j'avais de les utiliser de cette façon-là, d'attribuer les éléments à des équipes. On peut imaginer que si vous avez plusieurs produits, vous pouvez imaginer une swimline par produit. Voilà, c'est assez libre là-dessus. C'est vraiment de se dire, voilà, si je rajoute une swimline qui s'appelle Data ici, j'en fais ce que je veux, je peux déplacer évidemment ça dedans, etc., pour pouvoir changer ça. Je peux évidemment changer ici les périodes sur lesquelles je travaille sur telle ou telle fonctionnalité. Si je clique ici, je peux aller changer plusieurs choses. Je peux changer effectivement le time frame, donc finalement sa planification. Je peux y attribuer ou pas différents niveaux de priorité au niveau des différentes features. Enfin, voilà. Il y a évidemment un croisement entre ce qu'on a vu au préalable sur l'aspect feature et ici la présentation sous forme de roadmap. Voilà. Et voilà. Et après, il y a plusieurs autres formes de présentation. Il y a par exemple ça, nous, on l'a assez peu utilisé. Alors, pour moi, celle-ci, elle est vide. Donc, ce n'est pas un bon exemple. Après, on est qu'on l'a peu utilisé. Mais par exemple, voilà. Ah ben non, les non-accepteurs, ça ne plaît pas beaucoup, mais en même temps, on ne les utilise pas. Puis les PO les ont peut-être un peu bougés aussi. Mais voilà, on peut imaginer avoir une présentation un peu en mode Kanban à différents niveaux, soit sous différentes releases qu'on pourra voir ici, soit sous différents statuts des fonctionnalités. Bon, c'est des choses qu'on avait plutôt testées, mais qu'on n'utilise pas beaucoup. Mais c'est un autre mode de lecture. Grosso modo, l'idée ici, c'est de pouvoir présenter sa roadmap sous plein de formats différents, soit des formes de timeline, soit des formes effectivement de Kanban avec des colonnes en fonction de vos besoins. Donc, c'est assez utile. Encore une fois, nous, on travaille plutôt par logique de période et par objectif. Donc, c'est souvent ce qu'on retrouve chez nous avec un certain nombre d'objectifs qui sont ici, avec effectivement la possibilité de suivre l'avancement des différents éléments. Et c'est ce qui parle finalement à l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et enfin, le dernier point qui est un peu différent, on pourrait se dire, mais pourquoi on a le portal en plus de la visualisation de la roadmap? Alors, le premier point qui est assez décisif, c'est que, et encore une fois, nous, on en a un usage quasiment exclusivement interne jusque-là de la roadmap. Mais
En fait, l'idée du portal, c'est de pouvoir justement le publier sur le web. C'est bien ça l'usage premier. Donc, potentiellement à des clients à qui on partage ou à des utilisateurs à qui on partage l'URL, ce qui leur permet de contribuer finalement au produit, de dire OK, qu'est-ce qui se passe dessus, etc. C'est une présentation qui, du coup, effectivement, est très différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça s'apparente un peu à une page web avec 3 onglets. Finalement, avec nous, on a choisi de travailler comme ça, avec présenter ce qu'on a en réflexion, ce qui est en cours de construction, qu'est-ce qui a été publié en production. Encore une fois, on trouve la logique un peu de Swarmlines ici, alors qui vont être très différentes de celles qu'on avait avant. Potentiellement, là, on va présenter du Just Launch, par exemple. Et ici, on va présenter Swarmlines souvent par les problématiques qu'on est en train de traiter. Finalement, ici, sur ces 2 onglets-là, c'est comme ça qu'on le partage. Encore une fois, nous, on a un usage modéré ou modeste pour l'instant, mais c'est inhérent aussi à notre stratégie ou à notre façon d'aborder le marché, qui est aujourd'hui, c'est un usage qui est très interne, mais qui permet finalement une appréhension peut-être un peu moins technique et détaillée que la fameuse roadmap où il faut rentrer dans les features. Là, on voit une vision plus macro, on voit que ça avance régulièrement. Et ça, par exemple, c'est quelque chose dans lequel on republie cet accès-là toutes les semaines à tout le monde pour que chacun puisse aller regarder et dire OK, là, je vois de façon plus directe et plus visuelle. Il y a un élément qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez ici, par exemple, on peut y ajouter, c'est bête, mais ça joue des petits visuels, ce qui fait que les cards elles deviennent effectivement plus visibles et plus visuelles, etc. là-dedans. C'est des éléments qui sont intéressants. Voilà. Sachant que le portal là, tel que je vous présente, c'est le portal qui est au sein de la solution. Quand il est publié sur le web, on peut en fait y ajouter différentes notions. Par exemple, pour être assez concret, ici, quand elle est publiée sur le web, on peut, lorsqu'un utilisateur, donc n'importe qui a accès finalement à cette page web et arrive dessus, il n'aura pas les mêmes droits d'accès, évidemment. Il ne pourra pas les consulter en détail, les insights, etc. Ça, c'est le point de vue très interne à l'entreprise. Par contre, lui, il aura la possibilité ici, par exemple, de voter sur une des features, de se dire, elle me paraît importante, très importante, etc. Et il doit y apporter un commentaire. Donc, ce qui est un truc hyper intéressant dans la co-construction, co-conception effectivement avec des utilisateurs, d'avoir cet écho-là, de se dire, mais finalement, pourquoi c'est important pour vous. Nous, on y réfléchit à le déployer effectivement peut-être courant 2022, mais on avance un peu au fil de l'eau là-dessus pour bien maîtriser l'outil, bien maîtriser le produit. Mais voilà. Et la notion de portal là-dessus est vraiment une notion intéressante. Alors, je reviendrai après, c'est un peu sur les limites pour moi du produit, mais je les garde à la limite pour la fin, parce que c'est pareil là-dessus, il y a quelques limites. Mais en tout cas, c'est un truc qui est assez intéressant. Et si je vais, vous voyez ici sur le share, en fait, voilà, encore une fois, nous, on a un private link qui est ici, voilà, mais on peut l'imaginer, le partager au sein de la compagnie. On peut l'embed dans des pages web, etc. On peut en faire différentes choses. Donc c'est un outil qui est assez intéressant. Et j'ai gardé volontairement les insights pour la fin, qui sont pourtant les éléments hyper importants, parce que finalement, c'est là-dessus que ça va appuyer toute la clé de distribution qu'on vient de voir. Mais le dernier élément, effectivement, ici, c'est les insights. Donc, les insights, c'est quoi? C'est finalement tout ce qui est exprimé sur le produit. On demande effectivement aux équipes métiers en particulier, les équipes qui sont en relation avec les clients, de nous le partager. Alors, principalement le Customer Success, mais pas que. Il y a aussi beaucoup les sales qui sont sur les appels d'offres, qui sont en retour de marché, etc. Les insights, c'est quoi? C'est que, grosso modo, depuis leurs outils métiers, donc par exemple, là, côté Customer Success chez nous, c'est Intercom. Depuis leur outil Intercom, ils ajoutent un petit tag, c'est directement partagé dans Product Board. Pour les sales, typiquement, qui utilisent plutôt l'emailing, pareil, ils peuvent forwarder un email très facilement, c'est partagé en Product Board. Depuis Slack, nous, côté les product managers, on va souvent récupérer plein de bouts de texte et se dit, OK, on partage en Product Board. Ça permet de centraliser finalement toutes les expressions qui sont faites au niveau du produit. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant et qu'on utilise nous pas mal, c'est il y a aussi évidemment des petits add-ons qui sont présents sur Chrome ou Firefox. Et par exemple, parfois quand on fait de la veille concurrentielle, ou qu'on se dit attends, ce truc-là en UX, en composant, c'est un truc intéressant. On le sélectionne, partage avec Product Board. Donc finalement, tout est centralisé sur tous les éléments d'insight qui sont présents, qui sont remontés du terrain, sont présents ici. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien d'avoir un stock qui se cumule. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir les traiter. Donc, comme vous voyez ici, il y a des choses qui sont directement présentes. Par exemple, là, on voit toutes celles qui n'ont pas été traitées. Donc, il y en a un certain nombre. Là, on a 62 de retard. Donc, il faut qu'on se bouge un petit peu pour les rattraper. Mais l'idée, c'est que, alors, on va avoir un peu de tout là-dedans parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été remontés. Mais par exemple, ici, voilà, c'est un retour qui nous a été fait effectivement par Émilie, donc du Customer Success. Donc, il y a un client qui lui a remonté ça effectivement, qui lui indique qu'il veut, par exemple, pouvoir choisir le nombre d'avis visibles dans son widget. Voilà. Nous, concrètement, ce petit verbatim, on va pouvoir sélectionner le bout de texte qui nous va bien. Parce que là, c'est un mauvais exemple parce qu'il est très court. Mais vous imaginez bien que parfois, il y a des mails avec des bouts de texte qui sont très longs. Et nous, on va sélectionner uniquement ce qu'on veut. Ce qu'on va en faire de ça, c'est qu'effectivement, on va pouvoir le rattacher à une des features qu'on a effectivement dans notre produit. Donc, soit en créer une nouvelle,
soit le rattacher à une feature qui est présente. Par exemple, je vais faire ça au hasard, mais effectivement, je peux aller sélectionner cette feature-là. Évidemment que je peux rechercher dans mon énorme backlog de features, je peux rechercher toutes celles que je veux, mais on va prendre cet exemple-là. Je peux lui attribuer finalement un niveau d'importance. Dire, ah ouais, attends, ce truc-là qui a été exprimé, ça semble important, peu important, sur une échelle comme ça assez simple, hein, mais de 0 à 3. Ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est que évidemment que nous, quand on revient au prisme décisionnel dont on a parlé tout à l'heure, ça, c'est un élément qu'on va évidemment mesurer dans notre décision. C'est-à-dire que si quelque chose a été répété régulièrement par les utilisateurs et donc on lui attribue un score au fil de l'eau, c'est là qu'on va pouvoir se dire de façon beaucoup plus factuelle et beaucoup plus réfléchie que du ressenti, c'est-à-dire, attends, concrètement, moi sur les 6 derniers mois, j'ai eu 42 clients qui m'en ont parlé, qui ont un problème sur ce sujet-là, etc. là-dedans. Et donc, c'est évidemment ça, toute la force de l'outil, c'est de prendre des décisions tout en étant très, très connecté au terrain. Et la connexion au terrain se matérialise par cette centralisation de l'ensemble de ces feedbacks-là, etc. Ces feedbacks, ils vont être utiles évidemment quand on rentre dans une fonctionnalité. Je vais revenir sur le volet des fonctionnalités tout à l'heure, mais ça nous permet à nous, côté équipe produit, de dire OK, quand je suis face à une idée de solution, parce qu'en fait, c'est toujours des grosses hypothèses. Hein. On a beau se dire qu'on sait ce qu'on doit faire, on ne sait jamais vraiment ce qu'on doit faire. Grâce à ces insights, on peut faire plusieurs choses. Soit, effectivement, il y a une expression très claire d'un problème qui a été répété et du coup, ça me permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Soit, je vais me dire, attendez, j'ai plusieurs insights, mais là, ils ne sont pas très clairs. Finalement, je ne suis pas très au clair sur le problème de fond qu'a mon client. Vu qu'en fait, on a accès, effectivement, là, c'est dans cet exemple-là, on ne voit pas, mais régulièrement, normalement, on a les contacts des clients. On peut tout à fait organiser un call avec le client, faire de la discovery dessus, aller échanger avec, évidemment pas un seul client, mais un panel de clients là-dessus pour se faire un avis plus précis, pour se dire, OK, finalement, cette idée de solution qu'on a, elle est bonne, pas bonne, etc. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire grâce aux insights. C'est hyper précieux. C'est évidemment la connexion qu'on a à la réalité au quotidien. Et donc, c'est super important. Évidemment, là-dessus, on peut collaborer. Par exemple, à Émilie, moi, si son insight, elle était peut-être en relation avec un client, ça ne me paraît pas très clair. Je vais peut-être pouvoir lui demander et ça va permettre de déployer le discovery au sens beaucoup plus large de l'entreprise, de dire attends, là, il a dit qu'il avait besoin de ça. Mais moi, je ne comprends pas le problème qu'il a derrière. Et donc, peut-être d'aller demander à Émilie de voir si elle peut recontacter le client pour peut-être préciser un peu ce qu'il a derrière la tête, etc. Et évidemment que là-dessus, une fois qu'on l'a traité, on les marque à processed. Et ça, c'est un truc qui est intéressant parce que dans la contribution interne du produit, chacun peut voir que ces feedbacks, ils sont exploités parce qu'à un moment, ils ont été processed, etc. On en a discuté. Et dans le cycle de vie qu'on suit derrière, par exemple, quand je vais dans le portal, je pense que là, ça va être un très mauvais exemple, mais peu importe, on voit ici, par exemple, que voilà, par exemple, moi, je vais pouvoir retrouver mes insights. Et donc, si je suis au Customer Success et que je me dis, OK, j'ai remonté les choses à l'équipe produit régulièrement, je vois que ça a un impact. Parce que je vois que réellement, ça a été pris en considération et que c'est des choses qui ont alimenté soit les éléments de décision, soit effectivement la façon dont on a constitué la feature. Donc, c'est vraiment un truc très vertueux. Et donc, c'est un peu tout ce qu'on en fait. Pour être tout à fait humble et modeste là-dedans, je parle beaucoup des feedbacks chez G Suite là-dedans. C'est un truc qu'on a déployé assez récemment. Voilà, nous, la solution Product Board, on l'a beaucoup déployé initialement sur l'aspect décisionnel parce que voilà, au moment où je suis arrivé, effectivement, on avait des décisions qui étaient plutôt un peu au feeling et donc on a essayé de rationaliser ces décisions autour de résultats qu'on voulait atteindre d'une part et aussi du RISE score. Voilà. On avait un cap qui était plutôt bien défini dans ce que, en tout cas, la direction, les investisseurs voulaient faire effectivement du produit. Donc, les feedbacks, finalement, c'était les éléments qui étaient jusque-là assez peu exploitable, même si ça peut paraître imparfait. C'était notre réalité, notre maturité jusque-là. Là, on est dans un temps dans lequel, effectivement, on va avoir une courbe d'absorption du produit qui fait que là, on arrive dans un temps dans lequel les insights deviennent extrêmement importants, ils vont devenir extrêmement structurants sur nos capacités à décider. Et donc, là, on a déployé les insights pour être très précis il y a 2 semaines auprès de l'équipe CS qui remonte du coup régulièrement ces insights et vous voyez que ça va assez vite là-dedans. Et auprès des équipes sales, ça fait depuis hier que c'est déployé auprès d'eux. Donc, voilà où on est. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou que je n'ai pas balayé trop de sujets. Mais j'imagine que vous avez peut-être des questions ou des points que vous voulez évoquer autour de Product Board. Je vais reprendre la main peut-être parce que je vois qu'il y a des questions qui sont passées dans le chat pendant ta présentation, notamment une question de Céline et de Perle. Et après, je laisserai la parole à la personne qui a ouvert son micro éventuellement. Est-ce que tu vois les questions devant toi, Ouais, Mathieu, bon. tu les lis? Autant pour moi, je n'avais pas vu qu'elles étaient passées effectivement en amont. Je vois une première question de Céline qui dit qu'elle a fait le choix de Product Board.
Quels autres outils tu as benchmarké? Quel est l'argument? Ok, yes. Bah ouais, tout à fait. On a benchmarké. Pour info, il y a un autre outil qui monte bien et qui est français, qui s'appelle Harvester, qui est utilisé à pas mal d'endroits. Honnêtement, on avait vraiment hésité, surtout de mémoire, il était un peu moins coûteux. Par contre, alors, à l'époque, en tout cas, c'était donc il y a un peu plus d'1 an, je sais qu'ils n'avaient pas cette logique de visualisation de la roadmap. C'était un élément qui était assez structurant pour nous de pouvoir partager ça. Et donc, notre choix, c'était opérer sur Product Board pour cette raison-là. Mais j'avoue que je n'ai pas suivi depuis. Hein. Peut-être qu'ils ont fait changer leur outil. Et voilà. En tout cas, voilà, moi, c'est les deux outils. Il y en a peut-être d'autres, mais que j'avais dans le pipe à l'époque. Et donc, le choix de Product Board pour ce que j'ai évoqué. Il y a Perle qui pose une question. Est-ce que la tech, le marketing, le business et le board Comex ont réussi à s'approprier l'outil et à aller seuls en consultation? Alors, plus ou moins. C'est une bonne question là-dedans. Tu as raison, c'est bien de dire, Jacques, que c'est plutôt en consultation. On ne demande pas une contribution en mode créateur, etc. là-dedans à ces équipes-là, non pas par volonté de filtrer, mais parce que ce n'est pas la logique. Sur la consultation, alors, il y a évidemment les équipes premières qui ont été hyper contentes de ça. C'est plutôt les équipes en contact des clients, à savoir Customer Success et Sales, qui ont été effectivement très… Tu as coupé ton micro, Mathieu. Mathieu, je viens de couper ton micro. Ok. Excuse-moi. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, ce que je disais, c'est que les premières équipes… Le micro de la personne. C'est bon, tu peux reprendre, désolé, autant pour moi. Non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et ouais, grosso modo, il y a les équipes premières qui l'ont pris en considération. C'est effectivement Customer Success et Sales. Ça a été assez rapide pour voir effectivement l'avancement de ce qui se passait sur le produit. Au niveau COMEX, ouais, c'est plus varié. Déjà, il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés par ce qui se passe dans le produit, donc au niveau du COMEX, hein, c'est toujours pareil. Et voilà, les équipes, en tout cas, un des dirigeants l'utilise pas mal pour percevoir, pareil, un peu ce qui se passe. Là où ça nous sert beaucoup, et depuis le début, là, clairement, et ça, là, du coup, ça concerne vraiment le COMEX, c'est sur l'aspect décisionnel. Ça a été assez décisif de pouvoir déjà proposer une méthodologie là-dessus par des résultats, et que dès que c'est visuel, ça aide un petit peu. Ça, c'est clair que là-dessus, ça a été très clair. Sur l'avancement, c'est plutôt Sales et CS qui l'utilisent. Ouais. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui avait pris la parole tout à l'heure pour poser une question. Je n'ai pas vu qui c'était, malheureusement, parce que je n'avais pas le flux devant moi des personnes qui parlent. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas encore, il reste un peu de temps. Salut Mathieu, tu as parlé des limites du produit. J'allais dire, c'est quoi pour toi le limitant du produit actuellement? Ouais, tu as raison. Excuse-moi, j'en avais parlé, je ne l'ai pas dit. Pour moi, il y en a il y en a deux majeurs, mais un qui est vraiment, vraiment majeur et qui est un gros problème. C'est que, comme je vous l'ai présenté, c'est un outil qui est très, très basé sur le solution space. On reste vraiment dans la logique de feature. On priorise des features. Donc, on arrive à le turn, nous, un petit peu. On a utilisé l'objectif pour en faire des résultats. Du coup, la grosse problématique qu'il y a là-dedans, c'est que, et c'est une des demandes pas mal exprimées auprès de cet outil, c'est de se dire, mais en fait, moi, j'ai besoin, souvent quand je récolte des feedbacks ou des retours, pas de les attacher à une solution, parce que souvent, je ne la connais pas, mais plutôt à des problèmes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un gros facteur limitant dans la présentation, en tout cas, de l'outil. Alors, on le tord un peu, etc. Mais moi, j'adorerais pouvoir effectivement avoir des problèmes dans lesquels je lis des feedbacks, etc. Je priorise des problèmes. C'est un peu ce qu'on fait à travers nous les résultats, hein, mais on est obligé de tweaker le truc. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire. Moi, je suis obligé de rattacher des feedbacks ou des éléments de priorisation à une feature. Donc, c'est un peu… Et du coup, ça nous enclave beaucoup dans le côté solution space. En plus, qui est le truc que tout le monde attend. C'est quoi la prochaine feature? Et donc, ça, c'est vraiment pour moi une des limites majeures là-dedans du produit. Les deuxièmes petites limites qui sont un peu contraignantes au quotidien, c'est qu'il y a assez peu de propositions d'automatisation. Par exemple, et ça va commencer à répondre un peu à ta question, Frédéric, autour de Jira, mais voilà, typiquement, on suit les statuts Jira qui vont être building, testing, etc. Je ne peux pas dire, quand le statut Jira passe à testing, passe automatiquement dans Product Board à testing. Et donc, ça, c'est un peu un travail de ressaisie, entre guillemets, de la part des pour les product managers, de devoir requalifier ça une deuxième fois. Donc, ça, c'est un peu un des points qui est assez structurant. Voilà. Je vais répondre aussi à ton point sur le lien ensuite avec Jira. Alors, je vais essayer il y a plusieurs éléments de réponse à apporter là-dedans, mais déjà dans l'intégration
effectivement, c'est une intégration native avec Jira. Hein. C'est bête, mais c'est important de le dire. Il n'y a pas de truc particulier à faire. Nous, la façon dont on travaille concrètement entre Product Board et Jira, en fait, tous les éléments décisionnels donc, sont pris dans Product Board. Par exemple, on va se dire sur le prochain quarter, voilà ce qu'on a déterminé comme élément qu'on veut attaquer, voilà ce qu'on identifie comme première solution qu'on veut faire. Et en fait, quasiment toutes les fonctionnalités, donc les epics et ou user story, alors surtout les epics d'ailleurs, sont poussées directement de Product Board dans Jira. En fait, là, je ne l'ai pas présenté, mais grosso modo, on a forcément beaucoup plus d'idées que de choses qui sont présentes dans Jira. Je vais essayer si je partage peut-être plus mon écran, mais si je le partage toujours. En fait, on le voit ici, par exemple, ici, on a plein d'idées qui sont listées. Tu partages. Pardon ? Je disais juste que tu partageais encore ton écran. Ouais, ok, super. Et du coup, voilà, par exemple, ici, nous, voilà la façon dont on travaille. On va décider dans Product Board de tout ce qu'on veut faire, etc. Et si jamais on décide de le faire, le PM, effectivement, par exemple, va pouvoir le pusher dans Jira. Et dans Jira, on va gérer essentiellement, mais c'est déjà beaucoup de taf, hein, mais la partie effectivement delivery qui va être de dire, OK, voilà comment on travaille. Pour info aussi, il y a d'autres éléments qui sont synchronisés. Je l'évoquais, nous, on choisit de travailler nos releases souvent en amont dans Product Board, mais ce n'est pas obligatoire. Les releases, elles sont synchronisées entre Product Board et Jira. Par exemple, si dans Jira, une fois qu'on est en delivery, il y a des choses qui changent, ces éléments-là, ils vont aussi changer dans Product Board. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, oui, effectivement. Ouais. Integromat, ouais. Alors, ça serait intéressant, ça serait cool que tu présentes ça parce que moi, j'ai essayé des éléments d'automatisation avec Zapier, mais les cas d'usage, en fait, sont ultra limités. C'est-à-dire que la seule chose que je peux faire, c'est brancher les feedbacks. Je ne peux rien faire d'autre, on peut pas automatiser. Donc, peut-être qu'Integromat va plus loin, effectivement, dans l'automatisation. Ouais. Ça serait intéressant d'en discuter. Il nous reste à peu près 9 minutes de créneau, donc s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu pour le moment, n'hésitez toujours pas. Sinon, on va clôturer la session, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'en ai une dernière. Juste par rapport à ce que là, on voit le tableau, tu arrives à t'y retrouver entre les features existantes sur lesquelles il y a des modifs à apporter et les nouvelles features à construire par rapport à un objectif. Je ne sais pas comment tu fais là. Si, en fait, tu le vois, il y a des trucs. Alors, c'est pas forcément un bon truc. Alors, en plus, je dis ça, mais moi, c'est surtout les PM qui font ça directement. Donc, je respecte leur travail. Je les laisse assez libres dans leur choix de verbatim. Mais voilà, entre autres, il y a des trucs qu'on se trouve souvent. Par exemple, je ne sais pas si on arrive bien à lire parce que c'est une partage d'écran, mais tu vois, là, il y a écrit amélioration. Par exemple. Il y a une petite phrase qui laisse supposer que c'est une feature existante dans laquelle il y a des prismes d'amélioration. Et dans ces améliorations, il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont exprimés là. Nous, effectivement, dans la notion d'idées, on ne distingue pas forcément, enfin, effectivement, les deux, quoi. Il y a des choses que tu veux améliorer, il y a des choses nouvelles que tu veux faire. Bon, voilà, c'est là-dessus que sont portés les choix, sachant que voilà, l'arbitrage, en fait, assez naturellement, surtout quand on veut atteindre un résultat, il se fait souvent entre les deux. Hein. Parce que parfois, il y a des choses où on se dit, OK, j'ai plein d'exemples. Hein. Nous, on a eu des réflexions sur par exemple, la collecte d'avis, pour donner un exemple concret. Évidemment que le choix, il peut se faire entre, on fait de la collecte d'avis aujourd'hui par email. C'est est-ce qu'on veut améliorer la collecte d'avis par email? Alors, améliorer, ça peut être à plein de niveaux, hein, sur le delivery, etc. là-dedans. Ou est-ce que, finalement, la bonne priorité ou l'élément le plus impactant, ça va être de développer un nouveau canal, le SMS, etc. là-dedans, quoi. Et c'est souvent des choix qu'on a. Donc là, tu vois, c'est typiquement un bon exemple qu'on a sous les yeux. C'est quand on se dit, on veut atteindre comme résultat le fait de fiabiliser quelque chose, on va être à la fois sur des éléments d'amélioration qu'on va vouloir prioriser, et donc des éléments existants, et parfois des trucs, il y a des nouveaux trucs à faire, quoi. Et souvent, on arbitre effectivement entre les deux. Et voilà. En tout cas, c'est ça qu'on trouve intéressant, nous, pas forcément uniquement dans le Product Board là-dedans, mais dans l'approche par résultat. C'est souvent ça, c'est que pour éviter d'être dans une logique il y a un double flux. En fait, non, on a des objectifs à atteindre, et ces objectifs, il y a des moyens pour les atteindre qui sont multiples, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ton point, mais… Je t'ai juste poussé la question de Steven, parce que Steven, tu l'avais écrit en private. Mais, il y avait mais ça m'intéresse beaucoup, la question sur l'abonnement et sur le rapport qualité-prix aussi. Ouais, j'ai vu que Steven m'avait fait une remarque aussi sur le débit. C'est vrai que je parle très vite. Je sais que vous avez à peu près tout compris à ce que je dis.
J'ai tendance à parler très vite, ça je sais. Alors sur l'abonnement, alors attends, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur un abonnement effectivement standard parce que c'est un outil effectivement qui pour le coup coûte un peu d'argent. Ouais. Voilà. Donc là, effectivement, on a un PM actuellement, donc on a un abonnement standard qui est à 1 200 $. Honnêtement, en plus, je suis assez maladroit si je réponds à cette question parce que je sais ce qu'on a. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans leur package d'offres. De mémoire, c'est à Sur peu près. Ouais, l'abonnement Scale. Scale, apparemment, d'après ce que je vois, tu es sur l'abonnement Scale, qui est le troisième. Ah ok, d'accord. Bah écoute, j'avais en tête qu'on avait leur offre initiale au départ parce que c'était 100 $ par mois par utilisateur. Mais tu as raison, ouais. Le Selected Plans et Scale, c'est bien écrit, tu as raison. Et du coup, là-dedans, ouais, c'est notre usage. Je ne sais plus ce qu'ils ont effectivement comme niveau au-dessus et pourquoi. Mais alors, pour répondre à la question du rapport qualité-prix, bah, c'est toujours quelque chose qui est délicat parce qu'encore une fois, on n'a pas eu beaucoup d'éléments de comparaison. Une chose est sûre, c'est que nous, effectivement, c'est un produit dans lequel on est assez dépendant aujourd'hui, en particulier sur les volets effectivement de centralisation des feedbacks et de priorisation. Moi, je me pose toujours une question là-dedans, mais qui est un peu perché par rapport au choix de cet outil, c'est de se dire, effectivement, comme je disais, il y a des limites, hein, par exemple, ce que je dis, hein, moi, je ne peux pas forcément attacher des feedbacks à des problèmes, etc. etc. Donc, si on devait le faire, on pourrait faire des solutions à notre sauce. Je pense qu'il y a des solutions avec Notion ou équivalent aujourd'hui, on peut faire des trucs assez fous par rapport à ça. Par contre, voilà, tout est une question aussi de temps qu'on veut y investir. Hein, c'est toujours pareil. Là, la solution pour moi, clé en main, effectivement, répond à quand même l'essentiel des choses, hormis cet élément-là. Et donc, effectivement, à 100 $ par utilisateur et par mois, ouais, nous, en tout cas, on a un gain de temps qui est tel sur l'axe de priorisation, de centralisation, de traitement, que j'avoue que sans, je ne sais pas très bien comment on ferait. On serait un peu artisanaux dans notre approche, mais là, ça nous permet quand même de nous professionnaliser par rapport à ça. Donc, j'aurais tendance à dire oui, c'est un investissement qui est entre guillemets rentable, même si je n'ai pas de ROI Oui, direct. souvent, on le met en face d'un équivalent salarié qui serait nécessaire à utiliser une autre solution, type Notion, même avec des sites, parfois pour des boîtes simples. Ouais. Donc là, tu sens que la rente, enfin 1100 $, moi, ça me paraît pas si cher comparé à tout ce que tu nous as dit et donc au temps humain que vous gagnez finalement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que tu as raison, ce serait un bon indicateur. Nous, vu qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de faire 100 et de dire bah, après, ça donne quoi? On aurait pu faire un ROI avec ça. Mais il est vrai que ouais, j'avoue que moi, ça fait au bout de 4 ans que j'utilise Product Board, entre autres. Voilà. Et c'est vrai que là-dedans, ouais, j'ai du mal à estimer ce que ça prendrait en temps humain si jamais on n'avait pas ça. Mais ouais, certainement qu'on serait largement dans nos coûts. Ouais. Une petite question sur la mise en place dans tes équipes de PM. Est-ce que tu as rencontré des réticences ou des difficultés de sa mise en place? Et si oui, lesquelles? Je sais pas, sur le fait d'avoir des gens plus ou moins droits sur la manière de l'utiliser, sur justement un peu tout ça, parce que ça demande à ce que tout le monde ait un peu les mêmes manières de faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a, bah, en fait, il y a des notions qu'on a dû un peu pas processer parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais ouais, il y a des choses assez bêtes, mais effectivement, alors, qui n'ont pas forcément généré des problèmes. Pour répondre à ton point, problème de mise en place. J'ai peut-être eu un problème une fois, mais assez marginal effectivement là-dedans, autour de l'équilibre Jira versus Product Board, mais qui en fait qui était plutôt un élément enfin, pas humain, mais presque en tout cas c'était un profil plus PO en fait à l'origine, très PO et très Jira, et donc le côté rentrer dans le décisionnel c'était plutôt ça le pas à franchir, plus que le pas de l'outil. C'était plutôt le pas de posture ou de position qui était présent. Donc, je n'ai pas eu un problème direct avec l'outil. Par contre, on a moins le cas là chez G Suite, mais effectivement, chez EP ou équivalent, on avait effectivement des notions où on a dû à peu près s'accorder ou définir des points d'accord. Alors, je sais qu'il y a des équipes qui vont assez loin là-dessus. iAdvice va très loin là-dessus sur c'est quoi 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc, nous, on avait parfois effectivement l'équivalent de ça s'apparente quasiment à du grooming, mais en équipe de PM pour se dire attends, est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes ratios? J'ai pas eu la nécessité jusque-là de définir vraiment des éléments quantitatifs. On pourrait se dire, mais le reach, 1 étoile, c'est 100 users, 2 étoiles, c'est 200 users, etc. Je n'ai pas eu le besoin de le faire, mais il est vrai que là-dedans, ouais, au départ, il y a une petite nécessité, mais un peu comme quand on utilise n'importe quel élément de scoring, hein, comme la business value équivalent, d'homogénéiser un petit peu les choses. Donc, on a eu ça, mais encore une fois, ça ne s'est pas fait forcément de façon très
entre guillemets, très processé, voilà. C'était plutôt, on avait des points au départ avec si je devais intégrer un nouveau PM, effectivement, ce serait ça, ce serait de regarder un petit peu comment c'est scoré jusque-là, ces premiers scorings, d'identifier par rapport aux autres PM comment ils se situent, etc. là-dedans pour être sur des critères d'évaluation identiques. Si jamais on avait des difficultés, effectivement, vraiment à se dire, attends, c'est vraiment des choux et des carottes, bah oui, là, peut-être qu'on se poserait autour d'une table à se dire, on va essayer de quantifier, effectivement, les différents éléments de scoring, quoi. Mais voilà. En tout cas, en appréhension de l'outil, non, j'ai pas eu de réticence. Super. Merci pour cette intervention. Mathieu, l'animation, super, les réponses aux questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste 2 petites minutes et sinon, on va pouvoir clôturer la session des Tools. Si on n'a pas d'autres questions, du coup, on va pouvoir fermer la réunion. Super. Écoutez, merci beaucoup. Je te remercie, Mathieu, pour ta présence. C'était super. Merci. Merci à vous. Il y aura un replay. C'était sympa. Yes, merci, c'était top. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt.